Ok, c'est bon, super. Le temps que le diaporama se mette en place, je vais me présenter pour pas perdre trop de temps parce que j'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie juste avant le déjeuner. Euh, donc moi, je suis Eugénie Terrier, je suis chargée de recherche dans un centre de formation en travail social situé à Rennes et je suis géographe social. Donc je suis aussi chercheur associé au laboratoire réseau, donc espace et société avec Emmanuel. Je suis avec deux collègues, Virginie Muniglia, qui est enseignante-chercheuse à l'EHESP, et François Sorin, qui est aussi chargé de recherche dans le centre de recherche où je travaille. Voilà. Ça va être vraiment complémentaire, je pense, avec le propos de Clément Réversé, dans le sens où cette recherche s'intéressait aussi à à la mobilité des jeunes ruraux, mais pas seulement à la mobilité, dans le sens où la question de base qui nous était posée et qu'on a posée avec les acteurs qui ont financé la recherche, c'est-à-dire le département d'Ille-et-Vilaine, c'était la question de l'accès aux services, dans une volonté institutionnelle d'améliorer l'accès aux services, d'améliorer l'accueil social des personnes qui sont en recherche, les habitants qui sont en recherche d'informations, d'aide sur leur territoire. Et donc, on leur a proposé de cibler plus particulièrement sur ce sujet d'accès aux services la population des jeunes ruraux pour les raisons que vous devinez. Euh, alors, est-ce que je vais arriver? Ok, avec la flèche, ça va marcher. Non, c'est plutôt ici. Ok. Euh, Très rapidement, on a eu une approche un peu particulière de ces questions d'accès aux services, dans le sens où Virginie, moi et François, on est vraiment issus, on va dire, de bases disciplinaires et théoriques assez différentes. Virginie Muniglia, elle est plutôt sociologue de la jeunesse, mais s'intéresse aussi au rapport des ruraux, enfin, pardon, des jeunes aux services d'accompagnement, à l'accompagnement social, etc. Et François Saurin, il est davantage spécialiste de l'accès au droit dans un contexte de dématérialisation. Et donc moi, j'amenais la petite touche de géographe, si je puis dire, sur ces questions de dimension spatiale de l'accès aux services. Donc c'est vraiment dans cette combinaison en fait d'approches qu'on s'est intéressé à cette question d'accès. Et aujourd'hui, l'idée c'est de vous faire plutôt un zoom sur la dimension pour le coup géographique, sur la question plus des mobilités spatiales, sachant que je m'inscris vraiment dans ces réflexions théoriques sur le sujet des liens entre mobilité spatiale et inégalité sociale. Je vais un petit peu vite, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur les résultats. Alors, très rapidement aussi, le terrain d'enquête. Donc, c'était dans un territoire qu'on nomme le Pays de Brocéliande, donc qui est constitué de 3 communautés de communes, donc à l'ouest du département d'Ille-et-Vilaine. Et comme on le disait tout de suite, on ne peut pas parler de ruralité, mais de ruralité au pluriel. Et donc là, sur le pays de Brocéliande, vous voyez déjà cette diversité de ruralité à partir de la typologie donc proposée par l'INSEE et donc basée principalement sur la question de densité, mais aussi, enfin surtout la densité. Donc là, on voit en jaune les communes plutôt considérées comme des petites villes et en violet les bourgs ruraux et en vert plutôt du coup les communes à habitat isolé, dispersé. Et donc les cercles bleus, c'est une autre typologie qui nous montre finalement quelles sont les communes où se situent les centres d'équipement et de services, donc là où se situent les services aussi vers lesquels les jeunes pourraient être amenés à aller pour demander des informations, donc que ce soit dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle ou de l'accompagnement social ou aussi les espaces jeunesse, etc. Alors, donc, comme je vous le disais, la négociation avec le département d'Ille-et-Vilaine, c'était de s'intéresser plus particulièrement à l'expérience de ces jeunes ruraux. Donc, on s'est appuyé, alors d'abord par une étape exploratoire, on a rencontré 30 professionnels de 18 structures différentes, donc qui sont susceptibles d'accompagner et d'accueillir des jeunes. Et puis après, donc ça a été tout le défi aussi de la recherche, c'est de pouvoir
eh bien, interviewer des jeunes. Et donc, on a pu interviewer 25 jeunes. Donc, 25 jeunes issus, qui habitent dans 18 communes différentes et qui sont majoritairement issus des milieux populaires. Donc déjà, ce n'est pas une surprise étant donné qu'on est en milieu rural. Avec une partie de cet échantillon, donc des jeunes qui sont donc dans les classes les moins favorisées des milieux populaires. Sachant que nos 3 portes d'entrée, parce que malgré qu'on avait pu travailler avec des professionnels de 18 structures, finalement, les jeunes qu'on a rencontrés, on les a davantage rencontrés par la mission locale, par les associations de solidarité comme les Restos du Cœur, et la troisième, c'était les formations Prisme proposées par la région Bretagne. Alors, par rapport et voilà, tout s'est affiché parce que j'appuie trop vite, c'est pas grave. Par rapport au premier niveau de résultat, évidemment, pendant les entretiens, il y a différents éléments qui nous ont permis de confirmer que les mobilités sont bien sûr conditionnées par les contextes territoriaux, mais aussi par les contextes sociaux. Donc les contextes territoriaux, bien les jeunes qui vivent dans les petites villes peuvent aller à pied, à vélo vers les structures, contrairement à des jeunes qui nous racontent, voilà, qui vivent dans des hameaux, qui n'ont pas forcément la possibilité d'être véhiculés par leurs parents et pour qui même les toutes petites distances posent des grosses difficultés au quotidien. Une jeune qui nous explique que pour pouvoir aller chez le médecin, sa mère ne voulait pas l'amener parce qu'elle était en conflit avec sa mère et donc elle fait du stop sur les routes de campagne pour pouvoir aller chez son médecin. Pendant les interviews, les jeunes sont beaucoup revenus sur cette question des réseaux de transport qui sont insuffisants parce qu'ils ne passent pas assez souvent, parce qu'il faut faire toute une matinée de cars et de bus pour pouvoir aller à un rendez-vous, dans le sens où pour aller d'une commune à une autre commune du pays de Brocéliande, et bien souvent il faut aller jusqu'à Rennes. Et puis des communes qui sont non desservies. Donc ce qui vient bien sûr montrer toute cette dépendance automobile auquel sont soumis aussi ces jeunes, et avec un accès inégalitaire à la voiture et au permis. Donc dans notre échantillon, seulement 10 jeunes sur 25 ont le permis. Et 8 ont une voiture à leur disposition. Et quand on regarde le profil sociologique de ceux qui ont le permis et la voiture, ce sont les plus favorisés de notre échantillon. Alors, comme disait Clément Réversé, la mobilité a un coût et on a essayé aussi à partir de leurs expériences de voir les différents coûts. Donc soit on peut raisonner en termes de coûts, comme le fait par exemple Sylvie Foll et Marie-Hélène Baquet sur ces questionnements autour de la mobilité. On pourrait aussi raisonner en termes de ressources, quelles ressources on doit mobiliser pour pouvoir être mobile. Donc là je pense par exemple aux travaux d'Éric Le Breton sur la mobilité. Donc là, en termes de coûts, donc on l'a déjà dit, un coût financier pour le payer le permis, la voiture, mais temporel aussi, la demi-journée pour pouvoir aller à un rendez-vous, organisationnel, de pouvoir anticiper par exemple l'agenda de ses proches pour pouvoir être véhiculé. On a pu aussi observer un coût administratif, dans le sens où ces jeunes peuvent être amenés à faire des démarches administratives supplémentaires pour demander les aides à la mobilité, donc, et qui parfois peuvent amener à des situations de renoncement, dans le sens où, par exemple, une jeune nous expliquait qu'on lui a proposé de monter un dossier pour demander du financement au permis, mais pour elle, il était trop complexe à monter, et elle a fini par abandonner la démarche, ou que ça soit aussi pour aller demander eh bien, un scooter à l'association du territoire qui propose des scooters, ou les bons carburants auprès de l'assistante sociale. Un coût moral, on parlait de dépendance automobile tout de suite. En fait, quand ces jeunes n'ont pas permis la voiture, ils sont dans l'obligation de demander de l'aide à leurs proches pour pouvoir être véhiculés et pour pouvoir se déplacer. Et on voit dans les expériences de certains vraiment le fait que ça peut parfois être mal vécu et avec l'expression de culpabilité par rapport à ça ou de redevabilité. Et enfin, quelque chose qui est peut-être moins étudié sur les questions de mobilité, c'est le côté psychique, le coût psychique, particulièrement pour les jeunes qui traversent des moments difficiles. Donc parmi les jeunes qu'on a rencontrés, beaucoup étaient dans des phases, étaient déscolarisés, donc dans des phases de décrochage, et donc des moments aussi d'anxiété sociale, de peur de sortir, de rencontrer des gens, de faire des démarches. On parlait tout à l'heure des accidents, la peur de conduire ou de se rendre dans une grande ville selon les représentations qu'on peut avoir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le rapport subjectif ou les représentations qu'on peut avoir sur les territoires. Alors, tout ça, bien sûr, pour les plus vulnérables, donc ça a des
conséquences, ces difficultés de mobilité ou d'accès aux moyens de mobilité. Alors on voit pour ceux qui sont vraiment pas, qui ont moins de soutien pour pouvoir être véhiculés par exemple, eh bien, ils vont devoir avoir recours à des pratiques parfois à risque qui nous expliquent donc faire de la trottinette sur les routes de campagne, du vélo sur de longs trajets mais pas sur des routes sécurisées, on le disait tout à l'heure, ou être dans le coffre d'une voiture pour pouvoir aller faire ses courses parce que c'est une voiture qui ne fait que 2 places. Des difficultés aussi parfois pour répondre aux exigences des dispositifs d'accompagnement. Par exemple, vous connaissez peut-être dans le contrat engagement jeune, donc cette aide qu'on peut proposer aux jeunes qui sont sans formation et sans emploi, donc par la mission locale. Ils ont une obligation de 15 heures d'activité par semaine, et pour certains de ces jeunes, surtout si la conseillère ou le conseiller est un peu sévère sur le sujet, eh bien, ils se retrouvent en tension avec les professionnels qui les accompagnent parce que n'ont pas forcément les moyens de faire ces activités, de se déplacer jusqu'au lieu où on peut faire des activités. Comme une jeune qui nous explique, moi je veux bien faire des activités, mais trouvez-moi une salle de sport, sachant qu'elle vit dans une commune donc rurale dispersée. Et donc, ça peut amener à des formes de renoncement, alors souvent invisibilisées, donc des formes de renoncement, soit aux sorties, les amis, pour aller voir les amis, des loisirs, mais aussi aux soins en santé mentale, dans le sens où sur ce territoire, les structures de soins en santé mentale, en fait, il n'y en a quasiment pas, où elles sont à Rennes. Et donc, il y a un arbitrage qui se fait entre les motifs de mobilité quand il faut demander de l'aide et voilà, un des interviewés qui, parce que son ami l'amène déjà au Resto du Cœur pour aller chercher l'aide alimentaire, eh bien, ne veut vraiment pas demander une aide supplémentaire pour aller au CMP, au centre médico-psychologique, qui demandera en plus que cet ami l'attende pendant le rendez-vous. Alors là, on a parlé des coûts et des ressources pour être mobile, plutôt côté peut-être objectif, mais il y a le côté subjectif aussi, les conditions subjectives de la mobilité. Et donc on voit bien en fait que ces mobilités, elles sont déterminées par des logiques d'arbitrage entre les coûts de la mobilité et les bénéfices en fait présumés de l'action. Aller à la mission locale, aller faire une formation. Et donc on voit par une jeune femme a fini par interrompre sa formation donc d'insertion professionnelle Prisme, au début en justifiant que c'est trop loin et trop de difficultés de mobilité, mais aussi après en m'expliquant que finalement aussi pendant la formation elle s'y retrouvait pas, elle sentait que ça allait pas trop lui servir. Bon, voilà. Alors ces arbitrages coûts-bénéfices ne s'effectuent pas qu'à l'échelle, enfin ne se raisonnent pas qu'à l'échelle des individus, dans le sens où ils sont conditionnés aussi, réalisés dans des contextes familiaux et sociaux qui véhiculent des normes et des représentations sociales. Donc que ça soit par rapport aux institutions, aux administrations, mais aussi, on parlait tout à l'heure, au travail, aux études, même juste par rapport à la mobilité. La mobilité de loisirs, on sait qu'on n'a pas le même rapport à la mobilité de loisirs selon les milieux sociaux. Pour conclure, donc vous l'avez compris, on essaye d'avoir une approche contextuelle, donc territoriale et sociale, mais aussi biographique. Peut-être ça, j'en ai moins parlé parce que j'ai pas forcément le temps, des parcours d'accès aux services d'aide. Tout à l'heure, on parlait du rôle des trajectoires dans les rapports à la mobilité. Et là, par exemple, on a pu voir certains jeunes qui ont pu souffrir de harcèlement scolaire pendant leur parcours scolaire, et qui a aussi une incidence sur leur santé mentale et pour le coup sur leur rapport à la mobilité, au fait de sortir de chez soi et d'aller vers les services et autres. Une particularité forte de l'expérience de ces jeunes précaires en milieu rural, c'est vraiment cette tension entre autonomie, en tout cas injonction à l'autonomie ou besoin d'autonomie, hein, on est dans cette transition à l'âge adulte où le sujet est primordial, et donc paradoxe parce que par rapport à ce cumul de dépendances automobile, on l'a dit, mais familiale, sociale et locale quand on n'a pas le permis à la voiture. Et enfin, pour terminer, je voulais revenir sur cette idée que c'est vrai que du côté du travail social et de l'accompagnement social, on peut voir que finalement le droit à la mobilité, donc on développe par exemple par des aides à la mobilité en milieu rural, peut parfois glisser vers l'injonction à la mobilité ou un jugement moral sur la non-mobilité des jeunes, mais qui peut interdire, voilà, comme le dit Marie-Hélène Baquet et Sylvie Foll, de s'interroger sur les possibles ressources de l'immobilité. Par exemple, en milieu rural, on parle du capital d'autochtonie, autant que sur les coûts de la mobilité. Voilà, et je m'arrêterai là. Merci.